Depuis que je suis sur YouTube, je vous ai montré de nombreuses techniques qui vous permettraient de vous introduire au hacking éthique à travers des plateformes comme INE, TryHackMe ou YOLOSpace Hacker. Et je vous ai toujours dit que Hack the Box était d'un niveau supérieur et que je ne vous recommandais pas de commencer les challenges dessus quand vous étiez débutant. Sauf qu'avec le temps, Hack the Box a beaucoup changé et aujourd'hui propose du contenu qui parle aux novices. Notamment un starting point qui vous permet d'apprendre le basique du hacking éthique à travers 3 niveaux de challenge. Mon objectif aujourd'hui sera de vous montrer que vous pouvez parfaitement résoudre ces challenges et faire vos premiers pas dans le domaine. Pour cela, je vais prendre un challenge par niveau que je vais résoudre devant vos yeux. Je vais aussi présenter les différents niveaux, leurs différences ainsi que ce que j'en pense. L'objectif du premier niveau, comme on vous le montre, c'est de vous permettre d'acquérir des compétences essentielles dans les tests d'intrusion. Vous allez apprendre comment établir des connexions anonymes sur des protocoles comme le FTP, le SMB, le Telnet, AirSync et RDP. Et vous allez utiliser vos tout premiers outils qui vont vous permettre d'effectuer des scans sur les réseaux, d'identifier des vulnérabilités et d'exploiter des vulnérabilités. Il y a plusieurs machines qui sont gratuites. Pour celles avec le VIP à côté, vous aurez besoin des accès VIP pour pouvoir y accéder. Vous prenez un abonnement par mois. Si vous mettez sérieusement dessus pendant un mois, pour moi, c'est largement rentable. Pour le niveau 1, je vais me lancer sur la machine Dancing. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une Pound Box que vous pouvez utiliser. Donc, une machine virtuelle qui contient tous les outils dont vous aurez besoin pour hacker cette machine. Vous n'aurez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Je peux lancer mon terminal, mes outils, mon navigateur et on peut se lancer. Tout au long du challenge, on vous posera des questions qui vont vous permettre de vous orienter et vous pourrez y répondre. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous avez aussi les réponses tout à droite dans Official Write-up. J'ai déjà répondu aux questions. Ce que je vais faire, c'est résoudre le challenge. Donc, vous montrer comment on passe d'une adresse IP jusqu'à la compromission d'un serveur. Donc, comment on peut prendre le contrôle d'une machine à travers une vulnérabilité X ou Y. J'ai une IP, qu'est-ce que je vais faire? La toute première chose, ça sera de lancer l'outil Nmap qui sera votre tout premier outil dont vous devez apprendre l'utilisation. C'est un outil qui permet de scanner les réseaux, de scanner aussi les machines pour découvrir quels sont les ports et services qui sont disponibles sur ces machines et sur le réseau pour vous permettre d'identifier les machines qui sont connectées à ce réseau. Nmap, le nom, l'adresse IP de la machine, c'est tout ce que j'ai à faire. Et là, on me présente les protocoles qui sont disponibles, notamment le SMB. Le SMB, c'est le protocole qui est utilisé pour le partage de ressources sur le réseau. Lorsque vous vous connectez à un réseau et que vous voyez un répertoire partagé, c'est à travers ce protocole qu'il est disponible, rendu disponible et qu'on gère aussi notamment les accès. Pour voir si je peux accéder à un répertoire sur ce serveur SMB, il y a un super outil qui est SMB Client. Je vais juste donner SMB Client-L suivi de l'adresse IP. Sans fournir un login et un mot de passe, je peux voir les répertoires qui sont partagés. C'est ce qu'on appelle une session nulle. Je vois qu'il y a Workshares. Je vais essayer d'y accéder. Et pour ceux qui viennent de se lancer dans la cybersécurité offensive, qui ne savent pas d'où je prends ces commandes, mais toutes ces commandes, je peux les retrouver sur des cheat sheets sur Internet, notamment l'une des plus connues étant Hacktricks. Donc vous vous rendez sur Hacktricks, vous tapez le nom du service sur lequel vous voulez faire des tests. Dans ce cas-là, c'est SMB et vous aurez l'intégralité des commandes que vous pouvez utiliser. J'essaie d'accéder au share, toujours sans fournir de mot de passe. Est-ce que j'y ai accès? Oui, j'y ai accès. Je peux énumérer les répertoires. Et là, je vois qu'il y a 2 répertoires. Il y a un qui appartient à EMI que je vais utiliser. Et je me rends compte qu'il y a des notes. Work Notes, ça peut être super intéressant. Je peux décider de lire à travers la commande more ou sinon je peux décider de télécharger ce fichier et le lire en local à travers la commande get. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une liste de choses à faire, notamment lancer le serveur Apache, sécuriser la connexion FTP, on n'a pas vu de FTP en externe, et configurer le WinRM. Tout cela ne nous intéresse pas. On va se rendre dans le deuxième répertoire qui est celui de James. Et dans celui de James, j'ai mon flag qui s'appelle flag.txt. Le flag, c'est une chaîne de caractères alphanumériques qui va nous permettre de prouver qu'on a réussi à s'introduire sur la machine. Et voilà, le premier challenge a été résolu. Vous avez vu, ça a été super facile. Je pense qu'un débutant peut parfaitement s'en sortir avec le premier niveau ainsi que tous les challenges qui y figurent. Mais qu'en est-il du niveau 2 ?
Dans le niveau 2, on va se concentrer un peu plus sur le pentest ou plutôt le hacking d'applications web à travers des vulnérabilités très connues. Chose assez drôle, c'est que les machines ici sont classées aussi en very easy, donc super facile, tout comme le premier niveau. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes débutant, ne soyez pas frustrés parce qu'en réalité, c'est très facile pour des personnes avancées. Typiquement, pour moi, ça a été super facile de passer ces machines. Mais si j'étais débutant, je suis persuadé qu'il y a quelques machines sur ce niveau 2 que je n'aurais jamais pu résoudre. Sur ce deuxième challenge, je vais effectuer la même commande nmap suivi de l'adresse IP. Et là, j'ai le port 80 qui est disponible, c'est-à-dire qu'il y a une application web qui tourne sur ce serveur. Je peux mettre l'adresse IP dans mon navigateur et accéder à la page web. Lorsque je vois login et mot de passe, la première des choses que j'essaie, c'est le login et le mot de passe admin, parce que je vous assure qu'il y a plusieurs entreprises qui oublient de changer les mots de passe par défaut de leurs applications. Donc le nombre de fois que je suis tombé sur des routeurs ou sur des imprimantes qui avaient ce login et ce mot de passe, je ne saurais vous le dire. Si on retourne dans le challenge, par contre, on a parlé d'injection SQL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une injection SQL? C'est tout simplement, comme son nom le dit, une vulnérabilité qui va nous permettre d'injecter du code SQL dans un champ. SQL étant le langage qui nous permet de communiquer avec des bases de données. Vous pouvez chercher sur Google SQLi login bypass. Donc, comment bypasser l'authentification via les injections SQL. Et là, vous avez pas mal d'articles, notamment un article très bien expliqué de Paul Schweiger, qui vous explique son fonctionnement avec derrière la commande qui peut vous être utile pour effectuer de l'injection SQL. On va tenter cette commande ensemble et voir si elle fonctionnera. Pour le login et le mot de passe, je m'authentifie et bam, j'ai réussi à me connecter. Ça a été super facile, j'ai récupéré mon flag, j'ai réussi à m'introduire sur l'application. Jusque-là, on peut dire que c'est très abordable pour les débutants et je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour ceux qui avaient peur de se lancer sur Hack the Box, je pense qu'à travers ces deux challenges, je vous ai convaincu de vous lancer dès aujourd'hui. Maintenant, on passe au niveau 3. Alors, le niveau 3, il est assez particulier parce que là, on monte en niveau. C'est toujours classé en tant que facile, very easy. Encore une fois, j'ai dit ne vous fiez pas à ça. Ça ne reflète pas toujours la difficulté du challenge. Et je vais être honnête avec vous. En tant que débutant, je ne me voyais pas réussir ces challenges sans regarder les réponses. Je vais être honnête avec vous. J'ai essayé de me mettre à votre place et quand j'ai vu les vulnérabilités qui étaient proposées, c'était quand même d'un niveau un peu plus élevé. Et peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'en tant que débutant, j'aurais réussi à les résoudre sans aide. Mais ne perdons pas espoir, je vais résoudre un challenge devant vous et à vous de me dire ce que vous en pensez. Une fois de plus, je vais lancer le nmap pour identifier les ports et services. Je vois qu'il y a 2 ports et 2 services, le SSH et le HTTP. Le HTTP, c'est qu'il y a une application web qui tourne. Le SSH, c'est qu'on peut prendre le contrôle de la machine à distance via le service SSH. Mais pour ça, on aura besoin soit d'un mot de passe, soit d'une clé privée. On ne va pas pouvoir se lancer dès le début sur ce service-là. Je lance l'application web, j'y ai accès. Je vois qu'il y a quelques pages, mais pas grand-chose, pas d'authentification. Et ce que je vais faire, là, on va vous introduire à l'énumération de fichiers répertoires sur un serveur web. Ce que je vais faire, je vais utiliser un dictionnaire de noms de fichiers répertoires, ce qu'on appelle encore une fois une word list. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans Web Content, normalement, nous avons la directory list. Je vais prendre la medium. Et là, voilà à quoi ça ressemble. Il y a un ensemble de fichiers, de noms de fichiers ou de répertoires. Et il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser, Dirbuster, GoBuster, Dirb, etc. etc. Personnellement, j'aime bien utiliser DirSearch, mais pour cet exemple, je vais quand même utiliser GoBuster aussi, qui est un super outil. Pour ces commandes-là, aujourd'hui, je les connais, mais si vous ne les connaissez pas, encore une fois, vous utilisez les cheat sheets, vous cherchez sur Google, ou aujourd'hui, avec l'IA, vous demandez à ChatGPT de vous les donner, il vous le donnera assez rapidement. L'adresse IP, c'est le 129.118.31. Et là, je lui donne le chemin vers la word list et je vais lui spécifier que je veux les fichiers PHP qu'il cherche, les fichiers HTML, les fichiers conf, TXT, et les
Je pense que déjà là, on est pas mal. Là, j'ai juste à attendre. Il va me mettre l'intégralité des répertoires qu'il va trouver. On a le upload qui a l'air intéressant, auquel on n'a pas accès. En attendant qu'il se lance, je vais vous montrer l'outil indispensable dans le hacking web. C'est Burpsuite que j'utilise pratiquement tous les jours. Il va agir comme un simple proxy. En gros, il va intercepter les requêtes avant qu'elles atteignent le serveur web. Et de là, vous pourrez voir comment les requêtes passent en arrière-plan. Parfois, on trouve des informations super pertinentes. Par contre, si on regarde de près, ici, on nous mentionne qu'il faudrait qu'on s'authentifie pour accéder au service. Alors, pour s'authentifier, on n'a pas directement un bouton, mais on peut tenter de lancer un login ici. Ça ne marche pas. Je vais essayer de deviner où se trouve la page d'authentification. Je vais aller voir dans le code source. Si je fais un CTRL F login, là je me rends compte que dans le code source, il y a un répertoire login avec un script en JS. Et si j'enlève le script.js, qu'est-ce qui se passe? Je vais désactiver Burp, je relance et là je me rends compte que j'ai accès à la page d'authentification. Par contre, je n'ai pas de login ni de mot de passe, mais heureusement, l'application nous donne la possibilité de nous authentifier en tant qu'invité, en tant que guest. Je vais faire passer toutes ces requêtes à nouveau via Burp et je vais cliquer à droite, à gauche pour voir le fonctionnement. Un truc intéressant, c'est que là, on devrait avoir la possibilité d'uploader un fichier. Et moi, lorsque je vois qu'il y a la possibilité d'uploader un fichier, je vais essayer d'uploader un fichier malveillant, ce qu'on va appeler, disons, un payload, qui va me permettre de prendre le contrôle de ce serveur. Cependant, on nous spécifie bien ici que c'est l'admin qui a les accès à cette interface. Et ce que je vais faire, c'est regarder dans les cookies quelles sont les permissions que j'ai. Et je vois que dans les cookies, je suis guest, il y a deux variables très intéressantes. Il y a le guest et il y a user avec un ID. Donc potentiellement, je me dis, si je change le guest en admin, peut-être que j'y aurai accès. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je recharge et non, j'ai toujours pas accès. Alors je peux me dire, ce qui manque ici, c'est l'ID. C'est potentiellement l'ID. Et comment on va trouver l'ID? Eh ben, on va le trouver grâce à ma vulnérabilité préférée qui s'appelle LIDOR. C'est ce qu'on appelle une Broken Access Control, donc un souci de contrôle d'accès. Vous allez voir comment ça marche, c'est super intéressant, super fascinant. Si je me rends dans Account, je me rends compte que j'ai mon compte qui est affiché. Sauf que dans ID, on voit qu'il y a l'ID 2. Qu'est-ce qui se passe si je change la valeur de cet ID et que je lui donne la valeur 1? Là, j'ai accès au compte de l'admin. J'ai son adresse email et j'ai l'ID dont je cherchais. Je peux essayer avec le 3 aussi. Vous verrez que ça fonctionnera peut-être 4, 5, 6. Je vais essayer d'automatiser ce process à travers peut-être un script Python ou en utilisant Burpsuite. Mais moi, le plus important, c'est que je voulais l'ID de l'administrateur. Je retourne dans mon navigateur. Je change l'ID de mon utilisateur. Normalement, désormais, je suis l'administrateur et boum, ça marche parfaitement. J'ai accès à la fonctionnalité qui me permet d'uploader un fichier. On voit bien que les fichiers qui sont uploadés sur la plateforme sont en PHP, donc l'application est développée en PHP. Ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai dit. Je vais essayer de mettre un programme malveillant en PHP qui va me permettre de prendre le contrôle de cette machine. Et pour ça, je vais faire ce qu'on appelle du reverse shell. Pour vulgariser un maximum, je vais demander au serveur de rediriger toutes les entrées et sorties du terminal vers mon serveur. Ou pour vulgariser encore un peu plus, ça sera une prise de contrôle en ligne de commande. Il y a une super plateforme pour ça qui s'appelle revshells.com. Tout ce que vous avez à faire, c'est donner votre adresse IP de votre machine. Ici, c'est la 99 ou 99 pour mes amis belges. Et ensuite, je peux choisir le payload que je voudrais. Je vais créer un fichier que je vais appeler shell.php. Je vais y introduire mon code malveillant. Et pour recevoir le flux, je vais mettre à l'écoute mon serveur sur le port que j'aurais défini auparavant, qui est ici le 8888. Et normalement, lorsque je upload ici, mon fichier a été uploadé.
Maintenant, l'objectif, ce sera de savoir où il a été uploadé. Cependant, rappelez-vous que lorsque j'énumérais les fichiers et répertoires au début, j'avais eu un fichier qui s'appelait ici Uploads. Je n'arrivais pas à y accéder directement, mais qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci, je spécifie mon fichier auquel je veux accéder? Est-ce que je pourrais le lancer? Ça mouline, ça m'a l'air de marcher et quand je regarde sur mon terminal, je me rends compte que j'ai bien pris le contrôle de la machine. Je suis désormais sur le serveur, je le contrôle désormais, mais avec des accès wdata. Ce n'est toujours pas terminé parce que là, j'ai certes mon premier accès, je suis certes sur la machine et la vulnérabilité, je la classerai en critique, mais je veux pouvoir être administrateur de ce serveur, je veux pouvoir être root de ces serveurs. Pour ce faire, je vais faire ce qu'on appelle de l'élévation de privilèges. La première des choses que je vais faire, c'est identifier les comptes qui sont disponibles sur la machine. N'oubliez pas qu'on avait le protocole SSH qui était activé, qui nous permettrait de prendre le contrôle, mais j'ai besoin d'un mot de passe pour ça. Et si je regarde ici, je me rends compte qu'il y a un utilisateur, à part le root, qui s'appelle Robert. Si j'ai le mot de passe de Robert, je peux potentiellement élever mes privilèges. Par réflexe, j'irai voir dans l'historique du bash, mais celui-ci est directement redirigé vers le dev nul. Du coup, il sera vierge, il n'y aura pas d'informations dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est retourner à la racine et me rendre dans le répertoire de l'application web. Parce qu'il y a, qui dit application web dit configuration à tous les coups et dit fichier de configuration. Donc, il est fort probable que je puisse retrouver un login ou un mot de passe dans l'un de ces fichiers. On a deux fichiers PHP. Il y a le admin.php que je peux lister et il y a le db.php. Et dans le db.php, j'ai mon login et mon mot de passe qui va me permettre de me connecter normalement à la base de données MySQL. Mais ce que je vais faire, je vais essayer moi de me connecter en utilisant le service SSH. Comme ça, on aura un accès un peu plus stable. Alors, je vais faire SSH Robert je donne l'adresse IP de la machine. On me demande le mot de passe. Et je suis connecté sur la machine en tant que Robert. J'ai un peu plus de privilèges, mais ce n'est toujours pas fini parce que je ne suis pas encore administrateur. Pour être administrateur, je dois être root. La première des choses que je vais vérifier, c'est si l'utilisateur a des accès sudo. Des accès sudo vont nous permettre d'exécuter des tâches avec des privilèges élevés, notamment les privilèges de l'utilisateur root. Malheureusement, l'utilisateur Robert n'a pas d'accès sudo. Par contre, en entrant la commande ID pour voir nos privilèges, on voit qu'il y a ici mentionné bug tracker. C'est peut-être un binaire. Je vais utiliser la commande which bug tracker. Et oui, c'est effectivement un binaire qui est disponible sur la machine, donc un programme que je peux lancer en lançant bug tracker. Je vais fournir un ID au hasard. Et là, très intéressant, on se rend compte qu'il n'a pas pu trouver le fichier ou répertoire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cependant, ce qui est très intéressant ici, c'est que la commande cat a été exécutée en arrière-plan. On se rend compte que cet outil a accès au répertoire root. Du coup, il a des accès en tant que super administrateur sur la machine et il utilise la commande cat. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise le point virgule pour lui dire en plus de cette commande, je veux que tu exécutes une autre. Donc je vais lui dire d'exécuter la commande who am I pour voir si j'ai bien raison et si effectivement cet outil a des accès root, enfin lance la commande cat avec des accès root. Et une fois que j'entre, j'ai raison puisque vous voyez que là, il y a marqué root. Alors ce que je peux faire, c'est très simple. Je peux faire un simple changement d'utilisateur en utilisant la commande SU et là je suis administrateur de cette machine, j'ai résolu le challenge. La vidéo touche à sa fin, maintenant à vous de jouer, choisissez des challenges, résolvez-les et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je tiens à préciser que Hack2Box est aussi un partenaire de cette chaîne, j'ai mes liens d'affiliation chez eux, donc si vous souhaitez faire des achats pour des certifications ou des formations, je vous invite à utiliser mes liens. Je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous, ciao.